Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine. Deuxième volet ce mardi de notre semaine spéciale opposition avec un dossier consacré à l'opposition politique gabonaise. Prendra-t-elle part au dialogue national qui s'est ouvert ce 28 mars 2017 ? Eh bien, nous en parlerons. Au sommaire également, au Bénin, le ministre de la Défense, Candide Azanaï, claque la porte du gouvernement. Une démission qui intervient dans un contexte politique tendu. Et puis renforcement de la coopération bilatérale entre l'Angola et la Guinée équatoriale. 14 accords de partenariat ont été signés ce lundi lors d'une visite à Luanda du président Teodoro Obiang-Nguema Bazogo. Avec nous sur ce plateau pour en parler, plusieurs invités. On commence avec Madame Laurence Ndong. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes enseignante chercheuse, auteure du livre Gabon, pourquoi j'accuse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir conviée. Avec nous également Monsieur Gaston Maungu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain et conférencier. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est bien. Sans oublier notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graziella et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Tout de suite, c'est l'info du jour. C'est un coup dur pour le président Patrice Talon. Candide Azanaï, un de ses soutiens de la première heure, a démissionné de son poste de ministre de la Défense ce lundi. Un départ qui, pour certains, sonne le glas de l'union apparente du gouvernement depuis sa mise en place. On fait le point tout de suite avec Ibrahima Dioumaba. Le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense a présenté sa démission lundi 27 mars. Candide Azanaï ne fait plus partie de l'équipe du premier gouvernement du président Patrice Talon. C'est à travers sa page Facebook qu'il a fait savoir. Ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que le gouvernement essuie beaucoup de déculottés ces temps-ci devant la Cour constitutionnelle de par ses actes. Alors quand quelqu'un comme ça, le gouvernement, il se dit, c'est que la politique parlementaire rompue et le gouvernement auquel j'appartiens essuie des échecs du genre et à quoi je sers là. Et puis il y a les casses par à Cotonou. Alors lui, les députés, hommes politiques élus à Cotonou, alors ses électeurs lui demanderont des comptes. Je crois que devant tout ça, il dit ça ne va pas, je ne pourrai pas assumer, je m'en vais. Pour l'heure, le ministre démissionnaire n'a pas fait savoir les raisons qui motivent sa décision. Dans le camp du pouvoir comme dans l'opposition, beaucoup se disent surpris. Et donc, à l'intérieur du parti, je pense que le parti lui a mis la pression pour dire ça suffit, maintenant, sort de là. Au niveau du gouvernement, on ne connaît pas encore les réactions parce que démissionner par ici, c'est pas court, on ne sait pas le faire par ici. Ce qui est à redouter, c'est que ça porte un coup vraiment au moral de l'équipe aux commandes, même si on va essayer de le cacher, c'est pas bon. Cette démission intervient dans un contexte marqué par des tensions politiques autour du projet de révision de la Constitution. Vendredi 24 mars 2017, l'examen du projet de révision de la Constitution en procédure d'urgence a été rejeté par les députés. Madame Dong, quelle analyse faites-vous de cette démission du ministre de la Défense béninois ? C'est déjà une bonne chose qu'il puisse démissionner parce que ça prouve que le Bénin est vraiment en avance en matière de démocratie. Ils ont eu droit l'année dernière à une élection présidentielle des plus démocratiques. Le meilleur l'a remporté et lorsqu'on estime qu'on n'est pas d'accord pour une raison ou pour une autre, on a la liberté de démissionner sans craindre des répressions et ça veut dire qu'on peut ne pas être d'accord et exprimer ses désaccords et ne pas se sentir obligé de rester dans un gouvernement. Je crois que c'est le jeu démocratique. On peut avoir été d'accord hier. Et si maintenant les mesures, les décisions qui sont prises, les directions qui sont données ne lui conviennent pas, il a au moins le courage de démissionner et pas de rester au gouvernement pour dire plus tard je n'étais pas d'accord mais j'avais dû rester. Alors dans sa lettre de démission, le ministre de la Défense, l'ancien ministre de la Défense, a évoqué les derniers développements de l'actualité politique au Bénin. Jean-Marie, que faut-il comprendre? À quoi fait-il allusion? Je pense que le ministre démissionnaire fait allusion à une chose qui est la Constitution, la révision de la Constitution. Mais malheureusement, je reviendrai sur ce que Mme Dong vient de dire là tout à l'heure. C'est intéressant pour moi en Afrique dans la mesure où on peut voir un individu qui s'en va, si vous voulez, du gouvernement
Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Et il ne faut pas oublier que c'était un des... dans l'équipe de Talon, si vous voulez, c'était un membre très, très influent là-dedans. Donc, vous avez vu, si vous voulez, la révision constitutionnelle qui, quelque part, d'aucuns, si vous voulez, les Béninois sont mis à se poser la question, est-ce que cette révision constitutionnelle-là est vraiment nécessaire par rapport aux impératifs du pays? Moi, j'ai suivi le discours du président ce matin qui essayait de revenir là-dessus. Et dans la mesure où vous avez un désaveu du peuple en tant que tel, là, je me dis, la démocratie commence à fonctionner chez nous, dans la mesure où on sait que si vous avez un désaccord avec la politique qui est menée, qui est mise en place, même si vous y avez participé, si vous voulez, aux premières heures, vous avez votre liberté de pouvoir dire que je ne suis pas d'accord avec les lignes directrices que nous initions par rapport au pays. Le pays, sûrement, moi j'ai été sur les réseaux, durant tout ce dernier temps, vous avez sur tout le réseau les gens, c'est-à-dire les Béninois sont divisés en deux. Les gens qui vous disent que M. Talon a promis, si vous voulez, une révision de la constitutionnelle à son arrivée. Donc on l'a élu pour ça. Mais il n'y a pas de raison pour qu'on puisse refuser cette révision constitutionnelle-là aujourd'hui. Et d'autres vous disent qu'il y a d'autres impératifs, d'autres urgences. La révision constitutionnelle ne vaut rien dans la mesure où vous avez des besoins internes au pays qui ne sont pas satisfaits en tant que tels. Donc vous avez deux sons de cloche. D'un côté, vous avez la réalité que les populations vivent sur le terrain, et maintenant vous avez la réalité politique qui est quoi? C'est peut-être l'urgence de cette révision constitutionnelle qui pose problème. Non, monsieur Maungu, quel est votre point de vue? De toutes les façons, dans les affaires que nous avons en Afrique, moi, ce qui me préoccupe plus, c'est qu'est-ce que la population gagne dans le jeu des hommes politiques. Parce que nous nous rendons compte que c'est le gâteau qu'ils partagent, c'est des influences. Et donc, nous préférons véritablement que les hommes qui sont au pouvoir soient à même de mieux expliquer la marche du pays à la population et donner à la population la capacité de se prendre en charge, de dire oui ou de dire non. Et non de voir des hommes politiques en train de se batailler entre eux pour leurs propres intérêts afin de pouvoir le plaquer au niveau de la population. Donc, je préférerais véritablement qu'il y ait du travail qui se fasse au bas niveau pour que la population sache qu'est-ce qu'on est en train de donner comme orientation politique à notre pays. Et en ce moment-là, on saura pourquoi les ténors, les leaders d'opinion sont en train de s'opposer entre eux. Et si ce n'est que pour la conservation du pouvoir ou ses propres intérêts, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faut remuer la population pour ce qui ne va rien gagner. Alors, une chose est certaine, l'actualité politique est très mouvementée ces derniers temps au Bénin. Est-ce que vous pensez, Madame Dong, qu'on va devoir faire face à un effet domino, par exemple? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir d'autres démissions dans les prochaines semaines, voire les prochains mois? Pourquoi pas? Comme l'a dit M. Bitomo, ils sont partagés en deux. Il y a des pour, il y a des contre. Et après, c'est chacun avec sa conscience, chacun avec son engagement politique. Ce qui est bien, vraiment ce qui me marque dans la vie politique béninoise, c'est qu'aujourd'hui, on a un ministre qui démissionne pour des convictions, pour des valeurs, pour des principes, pour une ligne directrice avec laquelle il n'est pas d'accord. C'est pas une question de personne. C'est vraiment une question de politique, d'actions qui sont menées, d'orientations qui sont prises. Et c'est ça, faire de la politique. C'est aller dans ce débat d'idées, aller dans ce positionnement où on défend des façons de faire, on défend une politique véritablement. Donc s'il y en a d'autres qui se reconnaissent dans ce choix, ils ne le feront pas parce qu'ils suivent le ministre démissionnaire, mais parce qu'ils ont eux aussi leurs propres convictions à défendre. Et ça, ce serait bien. Merci, Madame Dong. Dans l'actualité également, le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, était en visite en Angola ce lundi. Une visite au cours de laquelle il a discuté avec son homologue angolais José Eduardo dos Santos du renforcement des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays. Compte rendu dans ce reportage de notre correspondant Léopoldo Enemembazoué, commenté par Clément Soala. Tête-à-tête entre le président de la République de Guinée équatoriale Teodoro Obiang-Nguema et le chef de l'État de la République d'Angola José Eduardo dos Santos à Luanda. C'est à l'occasion d'une visite de travail qu'a effectué lundi 27 octobre le président équato-guinéen en Angola. Une rencontre de 5 heures qui a permis aux deux hommes d'échanger sur la coopération déjà très bonne entre la Guinée équatoriale et l'Angola. Par cette coopération, la Guinée équatoriale offre ce que tous les pays en développement peuvent offrir. Échange de technologies, les facilités de formation des ressources humaines, etc. Le plus important reste le renforcement de la coopération Sud-Sud. Lors de ce séjour à Luanda, les deux délégations ont également discuté de la ratification des 14 accords de coopération déjà signés depuis plusieurs années. Ces accords ont pour objectif de renforcer la coopération Sud-Sud entre les deux pays.
Grâce à cette visite du président de la Guinée équatoriale, nous avons pu discuter de tous les accords que nous avons avec l'Angola. Au total, nous avons 14 accords axés principalement sur l'éducation, les hydrocarbures et le secteur culturel. Les deux parties se sont rassemblées en juin pour examiner les progrès de la ratification de ces accords. Au cœur des 14 accords de coopération entre les deux pays, la défense et la sécurité, l'éducation, la santé, l'agriculture, la formation des ressources humaines et l'échange des compétences dans les domaines des hydrocarbures. Monsieur Maougo, comment peut-on définir la nature des relations bilatérales entre l'Angola et la Guinée équatoriale? Je crois que ce sont des relations de conservation de pouvoir. Parce que ceux-là qui sont en train de se rassembler sont au pouvoir depuis des décennies. Et donc, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est trouver les voies et moyens pour fermer vos yeux par des démonstrations économiques qui ne produisent pratiquement rien, mais qui conservent leur pouvoir. Parce que lorsque vous avez une économie de rente et que vous n'êtes pas capable véritablement de mettre tous les jalons du développement d'une population, vous allez créer de l'insécurité qui n'est rien d'autre que le fruit du mécontentement de la population vis-à-vis de la politique que vous menez. Et donc, lorsque vous êtes en train d'entamer tous ces travaux de relations entre deux États, qu'est-ce que ça va produire après? Sinon, la conservation du pouvoir est démontrée à la face de tout le monde que les choses sont en train de marcher. Il est question de renforcer la coopération sud-sud. Madame Dong. Vu sous cet angle, on pourrait se réjouir d'une coopération sud-sud. C'est ce qu'on souhaite, que les échanges entre le Sud puissent se faire. L'idéal, au-delà de c'est que vraiment cette coopération profite à la population, que la population puisse en voir les retombées, que les conditions de vie des populations s'améliorent, parce que ça fait trop longtemps que nos pays sont en voie de développement. Ils parlent aujourd'hui tous d'émergence, mais cette émergence se fait attendre. On a vu d'autres pays dans le monde qui, il y a 30 ans, étaient au même niveau de développement que nous, qui aujourd'hui sont devenus des pays émergents avec des revenus plus importants pour leur population, et les nôtres sont toujours en train de patauger dans les mêmes choses. Donc, c'est bien la coopération sud-sud, pourvu que ce ne soit pas une coquille vide qui serve plus à la conservation du pouvoir. Si elle peut servir au développement et au bien-être des populations, c'est ce qu'on souhaite. Alors, pour revenir à la visite du président Teodoro Obiang Bazogo en Angola, Jean-Marie, 14 nouveaux accords de partenariat ont été signés lors de cette visite. Quels sont finalement les grands axes de la coopération entre ces deux États ? Je vous dirais une chose là-dessus, Graziella, c'est que on n'a pas de visibilité, on n'a pas de lisibilité. Ce sont des accords comme comment dirais-je, mes partenaires de plateau l'ont dit tout à l'heure. C'est bien beau si vous voulez signer ces accords-là, c'est bien d'avoir des coopérations au niveau de l'éducation, de voir des coopérations au niveau de la santé, de voir des coopérations au niveau de la sécurité. Mais encore faudrait-il que ces stratégies-là, c'est-à-dire soient suivies de politiques effectives qui sont mises en place. Donc c'est bien, cette coopération sud-sud-là, moi je l'appelle toujours de mes voeux, tout simplement. Pourquoi? Parce que je prends toujours en compte, quand on parle du développement, il y a un paramètre qui m'intéresse souvent, c'est la proximité culturelle. C'est-à-dire la coopération sud-sud, je l'ai toujours prônée, tout simplement. Pourquoi? Parce que je sais que financièrement, c'est-à-dire nos États ne seront pas, floués dans les accords qui sont signés, tout simplement. Pourquoi? Parce que quand on parle de notre proximité intellectuelle, culturelle, tout ce qui s'ensuit, on trouve des solutions qui sont beaucoup plus rapides par rapport, si vous voulez, à nos différents États, par rapport aux besoins des populations, par rapport aux nécessités impératives même du développement en tant que tel. Alors que, généralement, on signe ces accords-là, mais comme chez nous en Afrique, il y a très très peu d'États qui font ce qu'on appelle une évaluation des politiques publiques. Donc, quand vous ne faites pas d'évaluation des politiques publiques, comme l'a dit M. Maungo tout à l'heure, la population ne voit pas les choses, comment est-ce qu'elles se passent, alors que au stade auquel nous en sommes dans les États africains, c'est une dimension qui est importante. Tout simplement, pourquoi? Parce que ça évite qu'il y ait des explosions qui se préparent, des explosions souterraines qui, à un certain moment, arrivent à exploser. Et on se demande pourquoi est-ce que ça arrivé. Donc, cette bilatéralité-là, c'est une chose qui est importante, mais encore faut-il que ce soit suivi des faits, qu'il y ait l'opérationnalité sur le terrain et que la faisabilité effective des choses soit visible par les populations. C'est ça le développement. Le développement, c'est pas pour le pouvoir, c'est pour la population en tant que telle. Monsieur Maungo, très rapidement, je vois que vous avez envie de réagir. Allez-y. Mais non, c'est pour cela que nous sommes là, que nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, il y a des leaders d'opinion qui sont en train de s'élever avec la capacité de pouvoir
influencer la population, les mener dans des politiques véritablement nationalistes du développement. Mais il me semble que le goulot d'étranglement demeure toujours là. Tout ce que les leaders d'opposition veulent proposer n'est jamais pris en compte. Et c'est comme ça que nous n'allons pas avancer. Voilà pourquoi nous continuerons toujours de dire, avec tout ce qui se passe, que les médias peuvent nous présenter un très beau paysage, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a là? C'est comme une belle femme. Vous pouvez la voir très belle, mais si elle est déjà attaquée par le sida, quel profit allez-vous trouver? Et c'est ce qu'aujourd'hui nous avons en Afrique. On parle d'émergence, on parle des potentialités, on parle de la richesse qui est véritablement vraie. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous parlons de la dilapidation, de notre domination, de notre retardement, de notre abrutissement scolaire, culturel, tout ça? Est-ce que nous parlons de ces vrais problèmes-là? Je crois que c'est ça qui devrait être les vrais problèmes pour que la population se développe et non tout simplement nous présenter un bon paysage d'une Afrique riche, mais qui n'avance pas. Merci, M. Maungo. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.